Yo, salut à toutes, salut à tous, c'est Authentique, bon appétit, on se retrouve vendredi midi, vous le savez, tous les mardis midi, il y a le Manga Vorace avec 5 mangas, 5 lectures que je présente, souvent des nouveautés ou des mangas terminés, ou alors 2-3 volumes d'une série en cours. Et puis arrivé en fin de mois, je fais le bilan de tous les titres, un classement, le top Manga Vorace. C'est aujourd'hui, c'est tout de suite après le générique, les 19 lectures de septembre, de la 19e à la première place. Générique. Alors, je ne vais pas représenter de tous les titres, parce que vous le savez, j'en ai parlé pendant chaque Manga Vorace le mardi midi. Du coup, pour innover un petit peu, pour apporter un contenu un peu différent, je vais vous donner 2-3 mots-clés comme ça du manga, à savoir les points forts, les points faibles, à quel moment vous pouvez le lire, histoire d'avoir un petit peu de nouveauté et surtout de différencier ce que je suis en train de dire par rapport au Manga Vorace du mardi. Si vous voulez en apprendre davantage, n'hésitez pas, vous avez tous les liens des Manga Vorace, des titres présents aujourd'hui en description. J'en profite, le petit commentaire, le petit pouce, et puis l'abonnement, ça fait plaisir. Allez, c'est parti, à la 19e place. Ce mois-ci, c'est un manga qui était en 2 volumes, Shark Panic chez Omake Manga. Point positif, 2 volumes, donc c'est pas très cher. Point positif, ça va vous parler de requins. Autre point positif, vous allez avoir l'impression de regarder un film hollywoodien pendant environ 90% de votre lecture. Point négatif, les 10% restants sont rushés. On a l'impression que l'auteur ou que l'éditeur japonais a demandé à l'auteur de terminer et on se moque un petit peu du lecteur. De bons dessins, un scénario qui tient la route, même s'il est très simple, très manichéen, très hollywoodien si j'ose dire. Ça peut passer, je ne vous recommanderais pas forcément une lecture obligatoire de ce titre, ça se lit où vous voulez, quand vous voulez, très popcorn. En 18e position, vous allez être surpris parce que je ne peux donner que des points positifs pour ce titre. J'adore l'auteur, j'adore le titre et j'adore ce manga. Les tomes, donc ils étaient au nombre de 3, 7, 8 et 9, ou 6, 7 et 8 avant de lire les 3 derniers, des fleurs du mal de Shuzo Oshimi. Point positif, ça se lit, ça se dévore. L'auteur nous surprend, nous prend systématiquement à contre-pied. Les dessins sont très agréables et c'est systématiquement psychologique, torturé, tortueux, on ne sait jamais vraiment à quoi s'attendre. Point négatif, c'est que peut-être que cette série aurait dû s'arrêter à un moment vers le tome 6 ou 7. Et que j'ai l'impression qu'on nous rajoute 2 ou 3 tomes, alors je ne connais pas le final, je me trompe peut-être, on verra ça, hein, je le dirai dans ces cas-là. Mais j'aurais aimé que la dramaturgie et la fatalité du titre s'arrêtent aux alentours du tome 6 ou 7, je sais plus trop, enfin il y a un événement marquant et j'aurais aimé justement que ça s'arrête à ce niveau-là. Là ça repart avec un petit peu de latence, c'est bien dommage, c'est pour ça que je ne le mets que en 18e position, pourtant c'est un manga que j'adore. Attention, si Shark Panic j'ai pas trop aimé, tous les mangas qui arrivent à partir de maintenant je les ai vraiment aimés, juste je les ai classés. Voilà. En 17e position, maintenant, une petite découverte toute fraîche, toute sympathique, avec des dessins relativement simples mais efficaces, avec une structure narrative là aussi très hollywoodienne qui reprend des clichés cinématographiques évidents, avec un petit côté cerbère également chez le requin, Killer Shark in an Overworld, le tome 1, il est en 17e position parce que vous allez voir, il y a tellement de super lectures ce mois-ci que ça a été infernal à classer, notamment les 10-15 prochaines places, là c'est un truc de fou, voilà, donc il m'apparaissait que Killer Shark était un petit peu moins bon dans sa construction narrative, parce qu'on est sur un manga popcorn, un peu isekai comme ça, avec un requin qui bouffe tout, c'est du gag manga, c'est très drôle, mais au niveau du dessin c'est relativement un ton en dessous également que les autres titres que je vais vous proposer, ça explique sa place. Ceci dit, vous le savez, si vous m'avez suivi, j'ai passé un bon moment de lecture, j'ai hâte de découvrir la suite parce que là aussi ça se lit un petit peu où vous voulez, comme vous voulez, quand vous voulez, quand bien même vous êtes arrêté dans votre lecture et que vous refermez le manga, vous pouvez le reprendre, ça change pas grand chose, ça fait partie des forces de ce genre de manga. 16e position maintenant, on est chez Mangetsu avec les volumes 3, 4 et 5 du cycle 2 de Butterfly Beast et cette chasseresse qui évolue dans le quartier des plaisirs et qui a plusieurs missions comme ça. Le point fort, c'est que c'est Yuka Nagate et qu'il y a une richesse dans la narration avec des enjeux géopolitiques. On ne tourne pas forcément que autour du personnage principal. Les autres protagonistes, antagonistes, comme vous voulez, qui vont arriver, vont nous montrer un univers plus global, plus grand, plus complexe et donc
plus dangereux. Le point négatif, c'est que du coup on s'éloigne aussi un petit peu du personnage central qui pour le coup avait vraiment une identité et un rôle assez majeur dans les premiers tomes qui est un petit peu délaissé ensuite. Autre point négatif, c'est la fin d'un cycle 2, mais c'est pas la fin du manga, le cycle 3 est en réflexion, en maturation. Bon, est-ce qu'on va l'avoir un jour? Je croise les doigts parce que j'ai du mal à me contenter que de ça. On retourne du côté des points positifs, c'est très bien dessiné. J'aime vraiment le style de Yuka Nagate, tant dans le fond que dans la forme, tant dans sa narration que dans son trait. C'est un vrai plaisir. Attention là, vous pouvez pas le lire n'importe où, ça demande quand même pas mal de temps de concentration, pas mal de temps devant vous pour bien saisir les enjeux parce que, je vous l'ai dit, c'est assez complexe et assez riche au niveau géopolitique. Donc méfiez-vous, prenez le temps de lire les tomes et d'avoir la possibilité de les lire. 15e position maintenant, toujours chez Mangetsu, avec Paka Daisuke Hime qui nous livre ici une petite histoire romantique avec un petit peu de fantastique. Daisuke Hime, il a l'art et la manière de maîtriser sa narration et d'apporter par petites touches comme ça des éléments du scénario qui vont se construire au fur et à mesure. Autre point positif, le trait est très appréciable. Point négatif, c'est un peu simpliste et si le scénario n'apporte aucune surprise dans les tomes à venir, alors c'est vraisemblablement un échec, ce sera un manga romantique, amoureux, classique, presque banal, quand bien même on y apporte une touche de fantastique, mais ce ne sont que des suppositions. En tout cas, ça se lit vite, ça se lit bien. Vous pouvez le lire rapidement, je pense qu'en une petite demi-heure c'est fait, à n'importe quel moment de la journée ça passe, donc voilà, Paka, bonne découverte du mois de septembre. 14e place maintenant, on arrive de nouveau chez Meian avec la découverte de From the Children's Country, un très bon premier tome. Pourquoi vous devriez le lire? Parce que c'est une édition très confortable, grand format, avec des belles pages, des beaux dessins, un style assez classique certes, mais avec une petite touche particulière au niveau des traits et des personnages, donc l'auteur maîtrise assez bien son univers et sa petite patte graphique, ça fait le travail parce que on a l'impression qu'on va avoir un manga relativement mainstream à l'ouverture et finalement on se rend compte dans le trait que l'on a quelque chose de marqué avec une identité qui plus est qui arrive à donner au genre zombie quelque chose de très original. Ça c'est un des gros points forts de la série. Il utilise des traits et un scénario très banal et il arrive à en faire quelque chose d'assez original avec une identité, avec de bonnes idées et avec de très bons traits, même si les ingrédients utilisés, je vous dis, sont déjà connus et usés de tous par tout le monde. Voilà, un manga qui ne révolutionne pas le genre, mais qui tire son épingle du jeu. Point négatif, la série est en 2 tomes. Or, nous avons un manga popcorn avec pas mal de choses qui se placent dès les premiers chapitres et avec cette idée que ça va être rushé. Je n'en démords pas, je pense que ça va être rushé. Pas mal d'expérience de lecture dans le monde du manga quand même maintenant, donc tout porte à croire. Honnêtement, j'espère vraiment me tromper. On verra, donc là aussi, ce point négatif, je le mets entre guillemets, je le valide pas tout à fait parce que ce n'est qu'une supposition. N'empêche que je vous conseille vraiment la découverte de ce titre, au moins la lecture de ce premier tome qui est une très bonne surprise et j'ai passé vraiment un bon moment de lecture. 14e place donc ce mois-ci pour From the Children's Country, tome 1 chez Meian. Donc vous allez voir qu'au fur et à mesure qu'on avance, les titres sont de plus en plus dingues. 13e position avec le recueil d'histoires courtes chez Kazé, évidemment par notre duo de The Promised Neverland, avec pas mal de petites histoires qui nous font replonger totalement dans l'univers un peu dingue des auteurs. On retrouve vraiment ce côté très fouillis et très ordonné de toutes leurs idées, de plein de petits objets, ça fourmille de plein de petits trucs, c'est vraiment très atypique. Les histoires sont bien narrées, c'est très sympa. Franchement, bon, vous le savez, j'aime beaucoup les recueils, c'est vraiment très sympa. Et honnêtement, ouais, je recommande cette lecture en complément de The Promised Neverland. Pour le point négatif, c'est que toutes les histoires ne se valent pas, forcément c'est un recueil. L'autre point négatif, c'est que vous avez un petit final qui fait allusion à The Promised Neverland. C'est vraiment une petite dernière partie, une espèce de chapitre supplémentaire. N'allez pas le lire, parce que si vous avez le malheur de lire cette partie et que vous n'avez pas lu TPN, vous allez grincer des dents. Je vous assure, ne lisez pas la dernière partie. Et ça, c'est un vrai point négatif, parce que vous n'êtes pas prévenu. À la limite, Kazé aurait peut-être pu mettre une page en disant « Attention, si vous n'avez pas lu The Promised Neverland, ne lisez pas cette partie. » Je n'y ai pas, je crois pas. Bon, c'est un vrai point noir, je trouve. Allez, c'était vraiment très sympathique à lire. 13e position.
12e position, très gros shonen chez Kurokawa, Spy Family tome 9 avec son principal point positif, l'humour qu'il dégage et le personnage d'Aniya qui est absolument génial et culte désormais dans l'univers du manga. Autre point positif, il bénéficie de l'arrivée de la saison 2 et il y a déjà la saison 1 disponible chez Crunchyroll, donc de l'animé qui en plus est très bien fait. Spy Family, je pense que c'est un must-have dans les shonen modernes, dans les shonen les plus récents qui ont pu paraître en France, même au Japon, et c'est vraiment excellent. Point négatif, on a un comique de répétition qui s'installe et qui parfois pourrait éventuellement lasser le lecteur au fur et à mesure que les tomes avancent. Reste à voir combien ça va finir. Si c'est un manga qui dépasse les 20 tomes, alors je pense qu'il y aura une grosse chute de framerate au niveau de l'humour. Il ne faudrait pas que ça plonge que dans de l'action, parce que vraiment le point fort, c'est cette capacité à créer du comique dans des situations qui de base n'en sont pas. 12e position pour Spy Family, à lire n'importe quand vous voulez, c'est popcorn, c'est régalade. En 11e position, on arrive maintenant de nouveau chez Mangetsu avec le tome 3 de Coq de Baston, et ça c'est la grosse surprise de 2021, je m'attendais tellement pas à savourer autant ce manga. Point positif, c'est très bien dessiné. C'est très original parce que le héros c'est un coq façon One Punch Man. Autre point fort de la série, il caricature énormément de mangas cultes et connus et on les reconnaît vraiment au premier coup d'œil et tout le monde y passe si on cherche bien. Point négatif, ça se lit trop vite en fait. Moi j'adore, je ne vois pas de point négatif. Je ne vois pas de point négatif, pourquoi? Parce que ce qu'il fait, il le fait bien, il assume ce qu'il est, il se prend pas la tête, et oui, ce qu'il fait, il le fait très bien. 11e position pour Coq de Baston, dont on reparlera, et j'espère un anime. Peut-être qu'il y en a déjà un, je sais pas, enfin, il y en aura sûrement un à tous les coups. Allez, Coq de Baston chez Mangetsu. 10e position, petite découverte chez Pika d'une enquête de détectives qui vont mener une enquête dans un lieu particulier, un décagone, donc vous avez une maison comme ça avec un certain nombre de côtés, 8 je crois, et vous avez donc Meurtre dans le décagone, tome 1. Point fort, on a une construction narrative très polar, très enquête, très détective, très policière, plein de mystères qui se révèlent au fur et à mesure, et c'est extrêmement bien mené et bien construit. Les dessins, en plus, sont plutôt pertinents, proche du shoujo seinen, il y a un petit peu le mélange des genres qui fait qu'on est complètement absorbé par les traits, par l'ambiance, par les différentes personnalités, ça fonctionne très bien. Point négatif, je pense que les 5 tomes doivent se lire à suivre et que là j'ai fait l'acquisition du tome 1 à lire dans un certain calme, à un certain moment, plutôt en soirée je pense, parce que ça demande un petit peu de temps de lecture et ça demande de comprendre également tout, parce qu'on est quand même dans un schéma très psychologique avec une enquête à résoudre, donc il faut vraiment sentir tous les tenants et tous les aboutissants de l'histoire, mais sauf que ça s'arrête au tome 1 et qu'on en redemande. Donc le point négatif, c'est qu'il va falloir attendre les 5 tomes et assurément, alors je referai l'intégralité de la lecture de ce titre. Enfin je dis ça, si ça se trouve, je le ferai même pas. Meurtre dans le décagone, tome 1, excellente lecture aussi chez Pika. 9e position maintenant avec l'incroyable aussi découverte de Violence Action et son tome 2. Point fort, manga popcorn qui se prend pas la tête, vous pouvez là aussi le lire quand vous voulez, arrêter votre lecture, la reprendre, ça marche, ça fonctionne, on se prend vraiment pas la tête à la lecture et c'est ce qu'on veut. Autre point fort, la dualité, le contraste qui s'installe entre le personnage et ce qu'elle fait. Et les situations, et la capacité des auteurs à maîtriser ce paradoxe. Vous avez une héroïne qui est étudiante, qui a envie de passer des diplômes sérieux pour se faire, pour récupérer de l'argent, elle est juste tueuse à gages. Son côté naïf, jeune, teenager, tout frais comme ça, tout rose, tout mignon, en train de manger des glaces, contraste inévitablement avec la froideur du personnage quand elle entre en action, c'est alors une véritable machine de guerre, c'est très surprenant. Point fort, on n'oublie pas également d'y apporter certains comiques de situation, avec quelques petits comiques de répétition, avec tout un chara-design en fait qui va bien servir l'histoire, ça c'est très malin. Autre point fort, les traits sont très fins, très découpants, très tranchés, ce qui participe vraiment au dynamisme du manga qui porte très bien son nom. Point négatif, ça se lit trop vite, moi j'en redemande, et j'étais vraiment déçu d'arriver à la fin. Combien de tomes il y aura, on verra bien, ça se lit n'importe quand, c'est très popcorn, je vous le conseille, très bonne découverte. 8e position,
Oh là là là, là encore c'est une rare, mais le mois a été très très riche en découvertes, hein. Ce sera en 3 tomes, c'est du Slice of Life. J'ai adoré ce titre de par l'intelligence narrative, de par sa fraîcheur dans les dessins, de par sa construction, de par l'originalité qu'il dégage, alors que pourtant les thèmes abordés sont très simples, alors qu'il ne se passe pas grand chose. C'est vraiment la grande force de ce manga. Le point négatif pour n'importe quel lecteur pourrait être justement de dire qu'il ne se passe pas grand chose, mais il faut le prendre tel quel. C'est savoureux, ça se lit. Ah, j'ai envie de dire, ça se lit d'une traite. Prenez le temps de le lire, de le découvrir dans un moment où votre esprit est léger, où vous avez envie comme ça de flâner, de vous poser et de plonger littéralement dans un univers où l'action est oubliée, les coups spéciaux, les pouvoirs, la violence, le stress, ici non, rien de tout ça. Là, on est posé, on est au calme, c'est savoureux. Slice of Life en 8e position ce mois-ci. On arrive maintenant chez Glénat avec un titre nouveauté également, mais ouais, Trial and Game. Alors ça c'est très très drôle. Le gros point fort de ce manga, d'abord c'est son dessinateur, parce que les dessins sont incroyablement bien faits, moi j'adore particulièrement. En plus c'est drôle, et il y a de l'humour, et en plus c'est beaucoup plus original qu'il n'y paraît, malgré un début comme ça un petit peu poussif, où vous avez deux jeunes lycéens, étudiants qui ont décidé, de gré ou de force, avec des personnalités tellement différentes, mais qui s'accordent tellement bien, ça c'est vraiment un point fort, de devenir les patrons de la Terre en remportant, en encaissant, en arrivant à obtenir 1 trillion d'euros, de dollars, enfin bref, voilà, ils estiment que c'est à peu près la somme qu'il faut pour dominer la planète. Les personnages sont excentriques, ou non, je vous l'ai dit, s'accordent particulièrement, il y a un jeu politique comme ça et d'affaires très agréable, et puis le rythme s'accélère, ça c'est un gros point fort. J'ai passé un bon moment, je n'arrive pas à avoir de points négatifs. Pourquoi vous ne pourriez ne pas aimer ce titre, je ne sais pas, peut-être que le thème pourrait ne pas vous plaire. Je pense qu'on n'est pas au bout de nos surprises et qu'il va y avoir différents jeux, parce que ça s'appelle Trial and Game. Ça risque d'être très savoureux. Affaire à suivre, 7e position ce mois-ci. Et justement, en 6e position, on prend les mêmes et on recommence, puisque le dessinateur Ryoichi Kigami revient chez Glénat avec une réédition de Sanctuary. Alors là, c'est de la mafia, point fort, mafia, des dessins qui collent parfaitement avec le cadre, une intelligence narrative avec des personnages qui s'installent, qui ont une personnalité, des situations implacables, une réalité de la vie, de la nuit, des codes de Yakuza. Ça, c'est très très bien respecté. Et au fur et à mesure que les chapitres s'installent, vous sentez toute la dramaturgie, vous sentez toute l'intensité de l'histoire. Les traits permettent également de nourrir incroyablement le scénario. Et je sens qu'on va se régaler tout au long du récit que je me plais à découvrir. C'est vrai que je n'étais pas allé à l'époque sur Sanctuary parce que j'avais été un peu déçu par Crying Freeman. Point négatif, les traits peut-être un peu vieillots, ça commence à dater, alors ça pourrait vous rebuter. N'empêche que ce serait une erreur parce que le scénario est, je pense, vraiment très très bon. C'est en 6e position ce mois-ci. Sanctuary, le tome 1. Et waouh, j'aimerais être aussi souple que lui. 5e position, on prend les mêmes et on recommence si j'ose dire, puisque en fait on va faire du neuf avec du vieux, on reprend un bon format masterpiece, tac, c'est Rokudenashi Blues tome 2. Ah ouais, c'est pas mal parce que l'histoire, je le connais plus là c'est clair, ça y est, je ne connais pas l'histoire de Rokudenashi Blues, donc je ne peux pas la comparer avec ce que j'ai lu à l'époque, tout simplement parce que je ne l'ai pas lu à partir de là, et on sent vraiment l'histoire s'installer, l'intensité du récit, et la maîtrise du récit par l'auteur. On sent vraiment que les personnages vont avoir leur identité propre et on avance petit à petit dans quelque chose qui gagne en dramaturgie, mais qui gagne en humour, qui gagne en sympathie aussi avec les personnages. On va s'attacher à eux, je pense, de plus en plus, et j'ai passé un très très bon moment. Je ne ferai pas d'éléments de comparaison sur l'édition, si, qui, que quoi, donc où elle est bonne ou pas. J'avais envie de lire cette série, donc je la lirai, et ça fait vraiment plaisir de l'avoir entre les mains, quoi qu'on en dise. Les petits défauts, ben, je peux pas vous dire s'il y en a ou pas, puisque je n'ai pas d'éléments de comparaison, donc moi j'acte ça comme je l'ai dans les mains, tout simplement, et ça fait le travail pour un néophyte. Là, je suis néophyte avec ce titre, donc oui, ça fait le travail, bien sûr, évidemment, et l'auteur dessine, gros point fort, les traits. Alors oui, son vintage, ça pourrait être, au niveau du rythme, au niveau du trait, au niveau de l'humour, des points négatifs, si vous cherchez une lecture moderne, mais non, honnêtement, ce sont les gros points forts, le trait de l'auteur, c'est à lire quand vous voulez. Le budget peut être un point négatif, c'est vrai que c'est assez cher. Maintenant, on a l'équivalent de 2 tomes pour 16 €. Bon, c'est toute une question de relativité. J'ai envie de dire, vous dépensez votre argent comme vous avez envie de le faire.
Moi je craque, voilà, pigeon ou pas, je craque parce que je me suis régalé. Il est en 5e position, le tome 2, et en fait vivement le tome 3. 4e position, Meian revient en force avec la surprise. Là c'est la surprise du mois, je m'attendais pas, d'abord l'édition est magnifique. Magica, le one-shot tome 1 en attendant le tome 2. Ouais, je dis one-shot parce que le tome 1 peut suffire à lui-même. Vous avez vu l'annonce? Il y a un magnifique tome 2 qui arrive. Il est mais magnifique. Franchement, quand j'ai vu passer le truc, génial. Donc je n'ai qu'une hâte, c'est de me replonger dedans, c'est full color, pastelisé comme ça. Vous pouvez voir le manga Vorage, j'en fais vraiment beaucoup d'éloges. C'est très appréciable, plein de petites histoires contées comme ça, fantastiques, oniriques à souhait. Je me suis régalé. C'est vraiment une grosse surprise parce que le manga est très qualitatif et je m'attendais pas à un tel niveau de qualité, ce qui fait que vous le prenez de lecture plaisir comme ça, que vous prenez alors à lire vraiment à un moment le soir, plutôt posé, à lire dans son intégralité, même si vous pouvez stopper les histoires quand vous voulez, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas forcément de lien entre toutes, même s'il y en a un petit peu quand même. Mais globalement, c'est à lire d'une traite pour vraiment savourer l'ensemble, et quand vous allez le fermer, c'était bien quoi, hein, c'était vraiment sympa, et ouais, je prendrai le tome 2, mais oui, le tome 2 il sera là, ça c'est sûr, c'est une grosse réussite, une grosse surprise, donc j'en profite, merci à Meian pour cet envoi, parce que là c'est une vraie réussite, voilà, donc il est en 4e position ce mois-ci. Alors il n'est pas sur le podium, parce que sur le podium, ça se mérite, mais bon, à un moment il faut choisir. Il y en a un que j'attendais énormément, c'était le volume 2 d'un titre, alors là l'onirisme, il n'y en a plus, on est vraiment dans quelque chose de très sombre. Le gros point positif, c'est la qualité de l'édition, noir comme ça, c'est Léviathan tome 2 qui vous fait plonger véritablement tout de suite dans l'ambiance, en plus son trait poussiéreux comme ça, un peu sale, un peu crassou, vous souligne toute la dangerosité du titre, toute la violence qu'il peut y avoir, tout le côté thriller, tout le côté horrifique, toute la santé mentale au fur et à mesure des personnages comme ça qui va s'effondrer pour tomber dans de l'horreur psychologique et de l'horreur physique, parce que c'est un vrai survival. Ouais, il y a un peu de tout là-dedans, c'est bien maîtrisé et je n'ai qu'une envie, c'est de découvrir déjà le tome 3, c'est pour ça qu'il est en 3e position, c'est un titre découverte encore 2022, vraiment le top 2022, il va être compliqué à faire, je vous dis pas, ça va être un vrai casse-tête, celui-là je le recommande énormément, surtout si vous aimez la science-fiction comme ça, le survival, l'horreur psychologique, très bon, excellent, à lire n'importe quand. Je pense que le soir c'est un peu mieux quand même, là il fait nuit, petite lumière. Léviathan en 3e position. En seconde position, revoilà Meian avec la lecture des tomes 2, 3 et 4 de Baki qui arrive en décembre avec les tomes 5, 6 et 7 et 8. C'est génial, franchement, mais alors j'ai tout lu à fond, j'ai lu les 3 titres, mais d'une traite. Le gros point fort, c'est encore une fois l'édition, ça se lit quand vous voulez, comme vous voulez, ça se prend en main, c'est tellement agréable, c'est d'une telle fluidité au niveau de la narration et au niveau des dessins qui sont très atypiques, mais je trouve que c'est une force de ce manga, je le mets dans les points forts, c'est le style si particulier de l'auteur. On pourrait le mettre dans les points négatifs si vous n'aimez pas le trait, c'est sûr, assurément, vous le mettez de ce côté-là. Moi, je le mets dans les points forts parce que c'est vraiment très bon. Avec l'édition, avec le prix, c'est également un point positif parce que, franchement, 12,95, également pour Karakuri Circuit, je ne l'ai pas souligné, mais là, pour le coup, le prix est vraiment un point positif. Quand c'est un point négatif, on le dit. Quand c'est un point positif, il faut le dire aussi. Là, ça l'est. C'est total régal. Franchement, total régal. Baki The Grappler. Je pense qu'avant que les 5, 6, 7 et 8 arrivent, je relirai encore les 4 premiers. Parce que vraiment, c'est génial. Ouais, seconde position pour Baki, j'en parle et j'en reparle dans les mangas voraces, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Et la très grosse surprise du mois, l'incroyable nouveauté, l'attente que j'ai eue, parce que ouais, cet auteur-là, vous le savez, hein, j'en ai fait un unboxing, j'en ai fait une grosse review, j'en ai parlé pour plus de 10 minutes sur un des mangas voraces, édition Revival, Hisashi Sakaguchi, et le retour donc de cet auteur avec Fleur de Pierre, qui va réussir à nous parler de la violence et de la tristesse et de tous les sentiments en fait qui sont liés à la guerre, sans omettre aussi de mettre des sentiments humains avec de la joie, avec de la simplicité, avec de la naïveté. Il y a tout un contraste d'ailleurs entre ces sentiments, c'est la grande force de ce récit, c'est toute la poésie qui s'en dégage dans un univers tellement macabre, c'est très paradoxal. Autre point fort, l'édition absolument sublime. La possibilité de redécouvrir enfin un auteur qui était oublié, vraiment, c'est le gros top 1 de ce mois-ci. Je vous invite
je n'ai qu'une seule chose à dire, à retourner voir ma vidéo, parce que si vous ne l'avez pas encore vue, allez-y, ça vous donnera un petit peu l'idée du contenu et du contenant. C'est vraiment la grosse lecture de ce mois-ci. Je me suis régalé, je le dis, je le redis. Je ne vois pas de défaut en fait dans ce titre, je n'y vois que des qualités. J'ai hâte à la suite et j'ai hâte à IQ aussi également, je pense qu'il arrivera en 2023. Je m'en frotte les mains à l'avance. Voilà, c'était le top manga vorace du mois de septembre. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Vraiment, vous avez une liste là pour pouvoir vous décider sur vos achats ou non, vos envies d'investir ou non dans de nouvelles séries. Si vous avez votre propre top, n'hésitez pas à le placer dans les commentaires, ça fera plaisir. Le petit pouce, l'abonnement, bref, la cloche, vous connaissez. Je vous souhaite un excellent week-end et moi, je vous dis